gars, on est prêts? 3, 2, 1, go. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me confirmer que le son est bon? Super, merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je suis Alain d'Argentré, je travaille chez Crafteaille au marketing. Et donc je suis accompagné aujourd'hui de Bastien Zimmermann, qui est ingénieur recherche et développement chez Craft. C'est notre grand spécialiste de l'explicabilité des IA. Rapidement le sommaire, le plan, je vais vous présenter le déroulé de cette session, puis je passerai la parole à Bastien pour entrer dans le vif du sujet. Pendant toute la présentation, on va vous proposer de participer à ce webinaire, donc de deux manières, via des sondages qu'on va vous soumettre, pour avoir un peu votre ressenti. Ce sera en lien direct avec la présentation de Bastien. Et bien sûr, vous pouvez nous poser vos questions quand vous voulez. Donc, il y a sur votre fenêtre, vous allez voir, il y a 3 onglets, chat, sondage et questions. Le chat est public, c'est-à-dire que vous pouvez interagir entre vous. Les questions sont anonymes, seuls nous pouvons les voir et on pourra y répondre. Et le sondage, c'est évident pour tout le monde. Donc, on va tenter de répondre à vos questions au fur et à mesure de la présentation. Et si on n'y arrive pas, évidemment, à la fin, on prendra le temps qu'il faut pour répondre à toutes les questions. Je vous invite à garder un œil sur le petit onglet sondage, où vous verrez des petites notifications qui vont apparaître à chaque fois que nous en publierons un. Avant de donner la parole à Bastien, je vais me permettre de présenter Crafteaille et de vous dire ce qui nous a amené à faire ce webinaire sur l'IA de confiance et les large language models. En 2 mots, Crafteaille, c'est une plateforme SaaS de MLOps et qui permet d'opérationnaliser toute application de machine learning, LLM inclus. Avec notre solution, vous pouvez déployer sous forme de pipeline vos modèles, les monitorer en production, gérer vos infras directement depuis la plateforme. Pour exploiter un LLM, vous pouvez récupérer un modèle open source, par exemple le Mistral 7B sur Hugging Face, et vous l'appelez sur la plateforme, vous faites un pipeline de fine-tuning sur vos données, puis vous faites un pipeline d'inférence. Et vous pouvez également mettre en place un stack de monitoring de votre LLM et vous n'avez plus qu'à servir vos résultats via une API sécurisée qui est fournie par la plateforme. Donc, si vous voulez en savoir plus sur comment opérationnaliser un LLM en domaine spécifique avec du MLOps, vous pourrez nous contacter à la fin de ce webinaire. On pourra faire un test de fine-tuning sur vos données, par exemple, si vous voulez. Et dernier mot promis, et après je donne la parole à Bastien. Donc, savoir pourquoi est-ce qu'on parle des LLM d'un point de vue de confiance aujourd'hui. Historiquement, chez Craft, nous évertuons toujours à ne déployer que des IA de confiance. Donc, par IA de confiance, nous entendons frugalité, privacy, souveraineté et évidemment explicabilité. Donc, nous avons un pôle de recherche qui est composé de 6 ingénieurs brillants dont le rôle est de nous permettre en fait, de maintenir notre solution à l'état de l'art de l'IA. Donc, Bastien fait partie de cette équipe et il est, comme je vous l'ai dit, le spécialiste de l'explicabilité. Ce qui inclut l'explicabilité potentielle des large language models. Et Bastien, ça y est, je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc comme Ella m'a présenté, je suis Bastien Zimmermann. Ça fait bientôt un peu plus de 3 ans maintenant que je travaille sur la recherche théorique en explicabilité. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'explicabilité, spécifiquement de l'explicabilité des LLM. Donc juste pour vous présenter le fil de la présentation, je vais d'abord vous introduire, vous replacer un peu dans le contexte des LLM, comment ils fonctionnent, pour ensuite vous introduire l'explicabilité de l'intelligence artificielle, de son intérêt, et de replacer ça dans le contexte des LLM. Et dans une seconde partie, on verra des cas concrets d'explicabilité des LLM. Pour finir, bien entendu, par des questions-réponses, si jamais vous en avez. Donc, si vous êtes ici, vous n'êtes pas sans connaître que ces larges modèles de langue ont connu un essor considérable, notamment au cours de la dernière année. Donc, pour replacer ça un peu dans le contexte historique, le but du jeu, c'était de faire des modèles de langue. Au début, on avait des approches statistiques, essayer de prédire, à partir de quelques mots, du contexte proche, les mots suivants. C'était des modèles de langue statistiques, donc à partir de bigrammes, de trigrammes, essayer de prédire
statistiquement le mot suivant. Ces modèles-là ont été un peu améliorés en utilisant des architectures en réseau de neurones. Vous pouvez notamment, vous devez sûrement connaître les RNN qui introduisent un mécanisme, une récurrence, pour mieux prédire, justement, améliorer cette modélisation statistique du prochain mot. Donc, toujours essayer de produire du contenu textuel. Ensuite, un peu plus tard, on est passé sur des modèles de langue pré-entraînés. Donc, quand je dis pré-entraîné, c'est le paradigme pré-entraînement fine-tuning. Donc, on va prendre un modèle général comme BERT dans les années 2018, qui est sorti en 2018, qui est pré-entraîné sur un gros corpus de texte et qui va pouvoir être adapté sur des tâches précises. Et enfin, finalement, très récemment, on a vu une augmentation phénoménale à la fois de la taille des modèles, de leur complexité des jeux, et de celle des jeux d'entraînement, notamment avec GPT-3 en 2020 qui faisait déjà 175 milliards de paramètres, c'est énorme, et GPT-4 qui est sorti en mars de cette année, qui est estimé à plus de 1000 milliards de paramètres. Donc vraiment, ce qui caractérise ces grands modèles de langue, c'est vraiment l'ampleur, la taille de leur complexité, la complexité du modèle et de leur jeu d'entraînement, qui s'accompagne bien entendu d'une augmentation de performance. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler des grands modèles de langue, car comme le graphe montre, il y a vraiment un intérêt à la fois pour la recherche et d'un point de vue de performance, d'utilité, un accroissement exponentiel. Deuxième point d'intérêt de ces LLM, c'est comme je vous ai présenté, il y a le paradigme pré-entraînement fine-tuning. Les LLM, on peut les adapter et il y a plusieurs mécanismes d'adaptation à connaître. On peut vouloir l'adapter à mieux suivre des instructions. On peut vouloir l'adapter dans le modèle de langue à mieux être aligné avec l'homme, c'est-à-dire que ce soit d'un point de vue de valeur ou de capacité à suivre qu'il fasse ce que l'on veuille qu'il fasse. Donc on va pouvoir l'aligner d'un point de vue, l'adapter d'un point de vue alignement. Par exemple, le Reinforcement Learning with Human Feedback rentre dans cette catégorie. On peut aussi l'adapter pour qu'il ait de meilleures capacités conversationnelles. Ou alors vouloir l'adapter sur une tâche précise, sur un corpus précis pour qu'il soit meilleur à une tâche un peu plus niche. C'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Et lorsqu'il est efficace d'un point de vue adaptation des paramètres, on peut avoir des choses comme l'aura. Dernier point d'adaptation qui existe, c'est l'adaptation en termes comment il fonctionne, essayer de réduire le coût en mémoire tout en gardant des performances similaires, notamment on peut mentionner la quantisation. Deuxième axe à connaître pour les LLM, c'est l'axe du point de vue des données. Les LLM, on peut les adapter, c'est-à-dire qu'on peut mettre des données, que des données rentrent dans le fonctionnement du LLM à plusieurs points. Par exemple, le premier endroit où rentrent les données, c'est sur le pré-entraînement. Donc, ça va être les corpus les plus grands, on va être sur l'ordre de milliers de milliards de mots, des corpus vraiment tirés d'Internet très variés, qui vont faire vraiment le cœur le plus, à la fois fouillis, mais le plus important des données. Le deuxième jeu de données, ça va être sur l'adaptation fine. Donc, si on veut l'adapter sur une tâche précise, on peut utiliser un jeu de données beaucoup plus petit. Par exemple, avec 1 millier de points, on peut avoir des fine-tuning efficaces et des jeux de données bien plus qualitatifs. Troisième point où on peut introduire des données, ça va être sur l'alignement. Par exemple, en donnant du feedback humain, des retours humains sur quel contenu est désirable, quel contenu n'est pas désirable, pour mieux l'aligner. Et enfin, dernier point, ça va être autour du contexte, de ce qu'on donne en entrée du modèle, donc à la fois le contexte et les questions, donc ce qu'on appelle les prompts en anglais. Donc concrètement, comment ça va se passer en pratique? Bien, on va prendre un modèle déjà préentraîné. Par exemple, il y a la famille très populaire des llamas, publiée par Meta. Et on va pouvoir adapter ces modèles. Par exemple, on peut déjà prendre le modèle Alpaca qui va être assez performant. On va le fine-tuner sur un dataset personnel d'une tâche précise qu'on désire avoir de bonnes performances. Et en plus, si on n'est pas satisfait, on va pouvoir faire une couche d'alignement avec du Reinforcement Learning with Human Feedback. Cependant, tout n'est pas merveilleux dans le monde des LLM. Certes, ils ont des bonnes performances, l'engouement est présent, mais il y a des risques. Le premier risque, c'est par exemple la toxicité. Les LLM sont capables de générer du contenu haineux,
de faire l'apologie du terrorisme, enfin tout ce qui peut être présent d'indésirable sur Internet, par exemple. Deuxième risque, c'est que les LLM ne génèrent pas du contenu factuel. Ils peuvent sortir des informations tout simplement fausses qu'ils n'ont jamais vues. Troisième point, je vous l'ai déjà présenté, c'est l'alignement. Aligner ce que fait le modèle avec l'humain. Et dernier risque que j'aimerais mentionner, parce qu'il en tout cas, il éveille l'intérêt d'un nombre non négligeable de chercheurs, c'est un risque existentiel causé par l'intelligence artificielle, un risque d'effondrement de la société au travers de l'IA. Par exemple, je pourrais mentionner les armes autonomes ou encore le remplacement du travail. Donc, pour pallier à ces risques, il y a un domaine de recherche assez intéressant qui s'est développé, on peut considérer qu'il est apparu environ en 2016, qui s'appelle l'explicabilité de l'intelligence artificielle, XAI en anglais. Pour vous introduire ça, je vous propose cette définition qu'a formulée Christophe Molnar. Donc, Christophe Molnar, c'est la plus grosse référence, le livre de référence pour s'introduire au machine learning interprétable qui se recroise avec l'explicabilité, et désigne l'explicabilité de l'intelligence artificielle comme toutes les méthodes et les modèles qui rendent le comportement et les prédictions des systèmes d'apprentissage automatique compréhensibles pour les humains. Donc il y a 2 points importants dans cette définition, c'est que les explications apportent de l'information pour les humains. Vous pouvez me demander maintenant, l'explicabilité, ok, c'est bien beau de fournir des explications, mais pourquoi ne puis-je pas avoir totalement confiance en mon modèle? Effectivement, les explications peuvent nous permettre de développer une confiance. Et dans certains cas, par exemple, moi j'aime bien mentionner le cas de ma collaboration avec les archéologues, parce que les archéologues ont un cas d'utilisation assez précis pour lequel ils ne peuvent pas utiliser un modèle qu'ils ne comprennent pas. Même avec une augmentation de performance, ils peuvent avoir le meilleur modèle du monde. Si le modèle leur prédit un tel climat paléolithique, ils ne vont pas être satisfaits parce qu'ils ne peuvent pas l'utiliser sans comprendre le raisonnement sous-jacent qui a poussé à cette décision. Donc sans explication dans ce cas d'usage-là, il est impossible d'utiliser le machine learning. Et il y a de nombreux cas d'usage qui permettent de développer une confiance, de comprendre comment le modèle marche et de pouvoir l'utiliser dans certains cas d'usage. Deuxième point, c'est le point sécurité. Il y a une anecdote assez rigolote de Tesla pour lequel l'autopilote confondait la pleine lune avec un feu de circulation et qui causait forcément un comportement inattendu. D'avoir des explications, ça permet, de comprendre que le problème n'est pas si grave que ça, que ce n'est pas la voiture qui est devenue folle, et 2, permettre de le régler. Et enfin, si je vous ai toujours pas convaincu, tout simplement, il y a le cadre légal qui vous y oblige. Par exemple, la RGPD oblige à fournir une décision dans le cadre d'une décision automatique, une explication dans le cadre d'une décision automatique. Par exemple, si vous voyez refuser un crédit bancaire et que derrière, c'est un mécanisme automatique qui a pris la décision, la banque va être obligée de vous fournir une décision pointant ce qui a poussé au refus. Et aussi, il y a le AI Act qui va rentrer d'ici peu de temps en application, qui va pousser énormément d'audits. Et pour répondre à ces audits sur justifier le comportement, les limites de nos modèles de machine learning, l'explicabilité va être vraiment impérative. Donc venons-en à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'explicabilité des LLM. Il y a beaucoup de challenges quand on veut s'atteler à expliquer des LLM. Le premier, c'est l'explosion des ordres de grandeur. Les méthodes classiques, par exemple les valeurs de Shapley, qui sont une méthode assez élégante, ne peuvent plus s'appliquer à tel ordre de grandeur. Quand je vous disais qu'il y avait dans les corpus d'entraînement 1,4 trillion de mots, c'est des ordres de grandeur vraiment qui n'ont rien de comparable à ce qu'on connaît actuellement, ce qu'on connaissait avant. Le deuxième point, l'apparition de capacités imprévues. Par exemple, le GPT-3, quand il a été sorti, on s'est aperçu qu'il générait extrêmement bien du code. Et donc, pour évaluer toutes ces capacités, ça va élargir énormément le cadre de l'évaluation. Donc, par exemple, l'apprentissage dans le contexte, de capacité à suivre des instructions ou raisonner étape par étape, sont des challenges à résoudre. Et enfin,
Dernier problème, c'est la politique d'opacité des entreprises. Si on n'a pas accès au modèle, on n'a pas accès aux détails des jeux d'entraînement, aux détails des jeux d'évaluation, on est forcément limité. Donc, pour nous atteler à cette tâche d'évaluer les LLM, d'expliquer les LLM, on peut s'inspirer des sciences sociales pour savoir ce qu'est une bonne explication. Toute explication répond globalement à une question. Pourquoi? Comment? Premier point que nous aspirent les sciences sociales, c'est que les explications doivent être contrastives. Les questions sont plus souvent des questions du type « pourquoi P et pas Q ?» L'exemple type du crédit bancaire. On s'en fiche de savoir pourquoi notre crédit bancaire a été refusé, on veut savoir comment avoir un crédit bancaire. Deuxième point, c'est qu'il faut porter notre attention sur les anomalies. Deuxième point à avoir en tête, c'est que les explications sont sociales. On explique quelque chose à quelqu'un, il faut que ce soit interactif, il faut comprendre les limites de l'explication. Et bien entendu, il faut un point de vue adapté. On n'explique pas pareil à un technicien qu'à un utilisateur final. Troisième point, c'est qu'il faut avoir en tête que les explications sont choisies et d'une manière biaisée. On ne peut pas exposer toutes les causes, il va falloir en sélectionner, il va falloir filtrer et prendre en compte notre utilisateur final. Deuxième point, c'est que les statistiques sont souvent, peuvent être occasionnellement des mauvaises explications. On a tous eu l'exemple où dans un argumentaire, on utilisait une statistique et la personne nous répondait « oui, mais dans mon cas, ça ne marche pas ». Donc, il faut prendre en compte tout ça. Et dernier point, il faut que les explications soient fidèles. Vous pouvez avoir la meilleure explication qui dépeint parfaitement le comportement du modèle et qui nous donne les bonnes pistes de réflexion. Si elle rentre en contradiction avec la sortie du modèle, eh bien, on perd la confiance en tout le système, pas seulement l'explication, mais tout le système de machine learning. Ça peut être vraiment désastreux. Et il faut aussi prendre en compte le biais de confirmation. Essayer de ne pas rentrer en contradiction avec les connaissances a priori de l'utilisateur et prendre ça en considération quand on crée nos explications. Donc maintenant que j'ai bien attisé votre intérêt pour l'explicabilité, je vais vous fournir quelques exemples. Par exemple, pour les LLM, voici quelques questions qu'on peut se poser. On peut se demander tout simplement quelles sont vraiment les capacités de mon modèle, de quoi est-il capable. Les fameuses capacités émergentes des LLM, comment apparaissent-elles? On peut aussi se demander, est-ce que je peux identifier dans mon modèle une partie précise qui aurait un certain rôle? Ou encore, est-ce que les réponses de mon modèle sont fiables? Est-ce que je peux utiliser, dans quelle mesure je peux les utiliser? Donc, je vous ai mis en petite étoile les parties qu'on va aborder dans cette présentation. Commençons par l'évaluation et déterminer quelles sont les capacités des LLM. Avant d'expliquer plus en détail notre modèle, si on ne sait pas de quoi il est capable ou si on ne sait pas ce qu'il fait, on ne peut rien faire. C'est vraiment la première étape, c'est comprendre ce que fait notre modèle, de quoi est-il capable. Comme je vous ai présenté au début, c'est des modèles de langue. Avant tout, ils complètent du texte. Et donc, pour compléter ça, on peut par exemple présenter au modèle de langue du texte à trous. Le modèle va nous générer une phrase et on peut soit utiliser un humain qui va évaluer la qualité de la phrase, soit utiliser des métriques pour la comparer statistiquement à une phrase de référence. Deuxième point d'évaluation va être tout simplement les connaissances. On peut poser la question de qui était le président français, évaluer s'il a eu juste ou faux. Troisième point, c'est on va évaluer les capacités de suivi d'instruction. Par exemple, on peut poser des questions mathématiques. Par exemple, combien y a-t-il de numéros dans la liste de 25 à 100? Et encore une fois, souvent ces tâches sont sous forme de QCM, évaluer s'il a eu la réponse vraie ou faux. Et dernière compétence qu'on va chercher à évaluer, c'est les compétences conversationnelles. Donc là, par exemple, dans ce dataset, ils fournissent un peu un contexte, et ensuite, on va devoir répondre à des questions. Et à ces questions, il y a deux types de réponses. Il y a la réponse directe, la réponse juste en un mot, par exemple, ici, et la réponse sous forme de conversation pour évaluer plus les capacités conversationnelles propres à la conversation du modèle. Donc vraiment, c'est ces 4 points. L'évaluation des LLM va toujours revenir à ces 4 points. Les connaissances, le suivi des instructions, la conversation et la complétion de texte. En réalité, c'est plus nuancé et complexe que ça. On veut évaluer les capacités à parler. Donc, supposez que vous voulez évaluer les capacités de connaissance d'une personne, de raisonnement. Eh bien, il va y avoir plein de scénarios. Là, ce que je vous montre, c'est différents scénarios du benchmark de Stanford, de Helm pour Holistic Evaluation of Language Models.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une diversité énorme de scénarios, de choses qu'on peut pouvoir évaluer. Par exemple, la capacité de résumé, de toxicité ou de raisonnement d'un modèle. Et la diversité de points de vue. En fonction du cas d'usage, on peut vouloir évaluer d'un certain point de vue ou d'un autre. Globalement, si vous cherchez à aller plus loin et voir ce qui intéresse la recherche, ce qui challenge la recherche en évaluation, je pourrais vous mentionner ces 4 points. Il y a l'évaluation du raisonnement par étapes. Donc, comment, par exemple, si on a 2 sources d'informations, comment les recombiner? Est-ce que le modèle fait bien ça? L'évaluation de compréhension de textes longs, par exemple, si on résume un PDF, mais qu'il nous résume que la conclusion, c'est problématique. La question de peut-on juger les LLM par les LLM? Donc, je vous ai mentionné qu'il y avait l'humain à plusieurs endroits dans l'évaluation. L'humain, ça coûte cher. Peut-on prendre un LLM pour remplacer ce jugement humain? Et enfin, le caractère multimodal des LLM, si vous avez une image accompagnée de texte. Globalement, l'évaluation, c'est assez complexe et il y a beaucoup de problèmes. Un premier problème que j'aimerais mentionner, c'est, vous avez sûrement dû en entendre parler, « Ah, mais ChatGPT, il est devenu mauvais, non ?» On a pu constater des variations de performance de ChatGPT. Par exemple, là, ce que je vous montre, c'est la capacité à répondre à des questions sensibles. Par exemple, si on lui pose la question de comment faire de l'argent sans respecter la loi, on voit qu'on passe à 8% de taux de réponse, ce qui est inacceptable, ce qui est bien pire que 2% en mars. Donc, il y a eu un changement de modèle. Et si on ne sait pas que le modèle a changé, on va se baser sur une évaluation qui est totalement inutile parce que c'est plus le même modèle qu'on évalue. Deuxième problème, c'est la façon dont laquelle on questionne le modèle, la sélection de la question, le comportement probabiliste de ces modèles. Avec des questions légèrement différentes, on arrive avec des performances sensiblement assez différentes, donc ce qui est un challenge. Troisième point, c'est la contamination des datasets. En machine learning, il faut à tout prix, pour que l'évaluation soit valable, séparer le jeu d'évaluation du jeu d'entraînement. Or, les jeux d'évaluation sont des jeux de données extrêmement qualitatifs et il y a tous les intérêts du monde à les mettre dans les jeux de données d'entraînement et c'est ce que même OpenAI reconnaît qu'ils ont des bouts de jeux de données d'évaluation dans leur set d'entraînement. Mais ce qui rend l'évaluation totalement biaisée. Et c'est des trucs, c'est quasiment impossible d'évaluer la contamination des datasets, c'est des tâches dantesques. Et dernier problème, c'est l'évaluation des LLM par les LLM. L'humain, globalement, comment on utilise l'humain pour évaluer? C'est à travers de plateformes comme Amazon Mechanical Turk, où on va avoir des tâches simples que des personnes vont faire à la chaîne. Eh bien, ces personnes-là, pour avoir plus d'argent, vont automatiser leur réponse par des chatbots comme GPT-4. Le problème, c'est si on ne peut plus considérer l'évaluation humaine comme humaine, on peut avoir des dérives assez problématiques qui révoquent l'utilité de l'évaluation. Donc, pour vous résumer cette partie, il faut garder en tête que c'est super important d'évaluer notre LLM pour savoir ses capacités, mais ça reste extrêmement complexe. En pratique, il faudra surtout se concentrer sur quel scénario choisir, quels sont les bons scénarios qui correspondent à mon cas d'usage, et quelles métriques je veux monitorer, quelles choses je veux attendre de mon modèle, ou évaluer que mon modèle ne me les fait pas, par exemple de toxicité. Tout en jonglant avec les coûts, parce que l'évaluation humaine coûte assez cher, et c'est une tâche d'ampleur. Donc passons maintenant à des choses un peu plus pointues, par exemple, comment expliquer les mécanismes du modèle. Supposons qu'on retourne à des modèles un peu plus simples et qu'on veuille apprendre la division modulaire. Il y a des chercheurs qui se sont aperçus qu'il y avait un décalage entre le moment auquel le modèle avait mémorisé la tâche de division modulaire et le moment où le modèle avait compris réellement, avait généralisé cette tâche. Donc ça, pourquoi c'est intéressant de comprendre parfaitement ce phénomène? Parce qu'on ne veut pas que notre modèle soit seulement régurgite des informations, on veut vraiment savoir s'il est capable de faire les tâches, de les comprendre, de les généraliser, ce qui est super important. Et si à terme on arrive à avoir cette information, savoir que le modèle a bien généralisé la division modulaire, que ChatGPT ne fait pas que compléter des exemples, c'est une information qui a énormément de valeur. Deuxième exemple, donc là, c'est un domaine qui s'appelle l'interprétabilité mécanique. C'est, supposons, on a identifié dans notre modèle une zone dans les neurones qui est responsable de la division modulaire. C'est une information qui a encore une fois énormément de valeur, car on a
une compréhension de la mécanique interne du modèle. Donc, si vous êtes intéressé par ça, il y a des librairies qui sont en train de se développer sur GitHub, comme par exemple, je citerai Transformer. Une chose qu'on aime beaucoup faire en explication, c'est croiser les points de vue, se baser sur différentes informations. Et un moyen très pratique, très élégant de faire ça, c'est de se baser sur les données. Pas seulement se raisonner par rapport au modèle, mais utiliser les données. Donc, pour rappel, dans notre LLM, les données sont présentes à tous ces stades-là. Et pour cet exemple-ci, on va se baser sur les données, sur l'impact des données sur le Reinforcement Learning with Human Feedback. La calibration, qu'est-ce que c'est? C'est évaluer si la probabilité estimée par le modèle est la probabilité réelle. Donc, par exemple, si un événement très probable est estimé comme très probable par le modèle, est-ce qu'il surestime ou est-ce qu'il sous-estime cette probabilité-là? Globalement, on représente ces résultats-là sous forme de barres, et l'idéal, c'est comme les barres sont alignées avec la droite x égale à y. Ce qu'on voit ici, c'est que le Reinforcement Learning with Human Feedback détériore la capacité du modèle à la calibration du modèle. En biaisant les résultats du modèle pour les aligner sur l'homme, éviter la toxicité, on va aussi ruiner ses capacités, du moins détériorer ses capacités à estimer si un événement probable est réellement probable. Par exemple, il peut sortir avec grande assurance que quelque chose est certain, alors qu'au final, c'est relativement improbable. Deuxième zoom sur les données qu'on va faire, c'est sur la dernière partie des données. Donc, c'est la façon dans laquelle on questionne le modèle, le contexte et les prompts. J'imagine que vous avez sûrement dû entendre parler des chain of thoughts, chaînes de pensée en français. Quand on pose une question à notre modèle, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, on veut lui poser une question de raisonnement toute simple sur la répartition de biscuits. Eh bien, on lui pose la question, typiquement, il va nous donner une réponse. Pour les chaînes de pensée, on va lui demander, au début de la réponse, de raisonner étape par étape. Donc, ce qui va se passer, c'est que le modèle va, en plus de nous donner la réponse à la fin, nous exposer un raisonnement avant ça. Donc, ça nous permet d'avoir un regard critique, vérifier déjà si le raisonnement est logique et si la réponse est cohérente avec ce raisonnement-là. Et ça, globalement, il y a des méthodes qui se sont développées autour de ça, qui font par exemple l'ensemble, donc le vote majoritaire de chain of thoughts. On peut avoir aussi des mécanismes un peu d'arbre pour se rapprocher de la façon de raisonner des hommes, enfin de raisonner humaine. Il y a aussi des mécanismes à base de graphes, hein, ça part un peu dans tous les sens. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que ces méthodes ont pour but l'optimisation de la performance du modèle. Là, ici, ce qui est affiché, c'est qu'en utilisant une chain of thought, donc en raisonnant étape par étape, en lui demandant de raisonner étape par étape, on arrive à 70% d'accuracy. Si en lui demandant plus d'avoir la bonne réponse, d'être sûr d'avoir la bonne réponse, eh bien, on est moins performant. Donc, ce qui est contre-intuitif. Par contre, ça reste tout de même mieux en adaptant la prompt que de ne rien lui rajouter. Et pour les curieux, la meilleure prompt sur le scénario évalué ici, va être de demander au modèle de prendre une grande bouffée d'air avant de raisonner étape par étape. Ce que je trouve assez rigolo. Dernier exemple que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Retrieval Augmented Generation. Donc, on veut que notre modèle, en plus de nous fournir son résultat, nous fournisse les documents sur lesquels il s'est basé. Vous pouvez avoir l'exemple de Bing pour qu'il cite ses sources. Le RAG, qu'est-ce que c'est? C'est on va toujours poser une question à notre modèle de langue. En parallèle, on va ajouter un mécanisme qui va aller chercher dans une base de données qui peut être plus récente que les bases de données d'entraînement, donc ce qui nous permet d'avoir des documents plus récents notamment. Elle va chercher des documents qui correspondent à cette question. Documents qu'on va fournir au modèle de langue, et donc le modèle de langue va, à partir à la fois de la question et des documents, nous fournir une réponse. Et exactement comme pour les chain of thoughts, ça nous permet d'avoir un regard critique sur la sortie de notre modèle, de pouvoir évaluer si la sortie est valable, si elle est cohérente avec les sources, s'il n'y a pas de contradiction entre la question, les sources et la réponse. Donc encore une fois, c'est en plus, il se trouve que ça augmente les performances en moyenne de qualité de réponse selon diverses métriques. Et en plus de ça, ça nous permet de développer un regard critique sur tout ça.
Donc, nous arrivons à la conclusion de cette présentation. Donc, j'espère avant tout avoir éveillé votre curiosité, si ce n'est votre intérêt pour l'explicabilité de l'intelligence artificielle. Et donc, pour répondre à la question qu'on se posait, peut-on expliquer un LLM? Ma réponse serait oui, mais. Avant tout, il faut vraiment insister sur l'évaluation, savoir de quoi mon modèle est-il capable, quelles sont ses capacités, qu'est-ce que je veux évaluer, qu'est-ce que je veux savoir, est-il factuel, est-il toxique. Il faut vraiment prendre le temps de définir des scénarios et des métriques adaptées. Et pour faire ça, il faut avant tout avoir des bases solides, avoir de la reproductibilité. Pour ça, il faut avoir du versionning des données, des pipelines bien définis. On veut que notre fine-tuning, exactement, ça soit reproductible, que ce soit bien défini. On veut avoir un monitoring régulier au fil du temps qu'on peut suivre facilement. Donc vraiment, sans base solide, on ne peut pas avoir d'évaluation propre, surtout vu l'ampleur de la tâche. Et j'aimerais quand même souligner qu'il y a énormément de pistes prometteuses, de méthodes prometteuses pour l'explicabilité. Et en plus de celles présentées au fil de ma présentation, je vous mentionnerai les domaines de la causalité, de la représentation du monde. On commence à s'apercevoir que les LLM développent des représentations en interne qui sont assez fidèles au monde, et on essaie de les représenter, de les mettre en valeur, d'évaluer si c'est vraiment ça, ou encore des méthodes basées sur des concepts. Donc, identifier des concepts dans le fonctionnement des modèles pour les mieux décrire leur fonctionnement interne. Donc, pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin, j'ai listé toutes les références sur lesquelles je me suis basé et qui correspondent, qui sont listées dans les slides. On vous fera passer par ailleurs les slides, on vous les fera parvenir. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à recevoir vos questions, et je serai ravi de vous y répondre. Merci Bastien, merci. Donc nous sommes arrivés au terme de cette session. Merci et bravo pour cette présentation dans le temps imparti en plus. Sujet vaste. On va prendre du coup le temps de répondre à vos questions que vous nous avez envoyées nombreuses pendant la présentation. Vous pouvez continuer à nous en envoyer maintenant, on va les prendre au compte-gouttes. Si jamais des questions vous viennent après coup, vous n'hésitez pas à nous contacter donc sur le site craft.ai, ou vous pouvez m'envoyer un mail directement. Si c'est trop compliqué, je transférerai à Bastien évidemment. Et comme je vous l'ai dit en introduction, voilà, si vous voulez tester notre plateforme pour fine-tuner un LLM open source sur vos données, pareil, contactez-nous, n'hésitez pas. Si vous voulez tester les LLM que vous êtes en train d'utiliser, faire un test d'évaluation, une évaluation, pareil, vous n'hésitez pas. Et du coup, peut-être avant les questions, je vais faire un rapide tour sur les sondages, voir un peu ce que vous avez répondu, voir les tendances. Sur la toute première question, sur le niveau d'utilisation des LLM, on est à 33% on n'utilise pas de LLM, et 33% on utilise une API donc, payante, donc OpenAI pour ne pas les citer. Et vous êtes 10% à avoir déjà opérationnalisé des LLM. Le deuxième sondage, comment vous qualifieriez l'explicabilité des IA? Vous êtes une très grande majorité à dire que c'est une future nécessité. Donc, on est quand même dans une projection. Vous êtes pas mal, vous êtes 27% à nous dire que c'est indispensable dès aujourd'hui et que c'est indispensable d'un point de vue business. C'est-à-dire qu'on parlait notamment de la contrainte réglementaire. Et vous êtes 21% à dire que c'est un plus, on va dire, un argument éthique en plus. Et enfin, sur ceux qui pensent qu'ils auraient besoin d'être accompagnés sur l'explicabilité, là, c'est la parité sur tous les plans, que ce soit sur des LLM, sur tous les types de machine learning, ceux qui ne sont pas intéressés également. Voilà, on est tous à 25% partout. Voilà, donc j'ai gagné un petit peu de temps pour récupérer vos questions. Et maintenant, je vais commencer à en poser les questions. Alors, par quoi je vais commencer. Question assez généraliste, Bastien. Par quoi on peut commencer? Par quoi on peut commencer? Ouais, j'imagine. Alors, vaste question. Ouais. Vaste question. Pour les LLM, j'y ai répondu pendant cette présentation. Il faut commencer par évaluer proprement son modèle, comprendre ce qu'il fait, savoir ce qu'on veut évaluer. Il y a tellement de cas d'usage différents. C'est vraiment vaste. Pour ce qui est de machine learning classique, je recommanderais de comprendre les Shapley values, qui sont une explication assez élégante, mais qui peuvent être, enfin, toute explication, si on y fait trop confiance ou pas assez confiance, si on n'identifie pas quelle information est présente dans l'explication, si on fait trop confiance ou pas assez confiance, ça peut être pire que pas d'explication tout court.
Donc, je conseillerais par exemple de comprendre les Shapley Values. Il y a la très bonne librairie SHAP, initialement développée par Scott Lundberg, qui est une super documentation. Je vous conseillerais de parcourir tous leurs exemples et comment ils lisent vraiment les explications, comment ils les exploitent, qui est la partie la plus importante. Merci Bastien. Deuxième question, là je le vois, il y a des afflux, j'espère qu'on va avoir le temps de tous y répondre. La deuxième, est-ce que les explications dépendent du foundation model choisi? Ça dépend forcément, oui. C'est pour ça qu'il faut commencer par l'évaluation. Parce que les modèles ont des performances différentes. Il suffit de regarder les résultats des benchmarks, que ce soit par exemple le OpenLLM Leaderboard ou les résultats de Helm. On voit que les modèles ne sont pas bons uniformément. Enfin, il n'y a pas un gradient juste en fonction de la taille. Il y a des modèles qui vont être meilleurs dans un domaine, des modèles qui vont être meilleurs dans un autre domaine. Donc, forcément, ça a un impact sur tout le reste. Si c'est des choses différentes, forcément, c'est pas. Enfin, à partir du moment où c'est différent, c'est différent. Nouvelle question. Alors, on explique un algorithme avec un autre algorithme. On ne fait que déporter le problème, non? Pas forcément. Alors, il y a par exemple, si on explique un algorithme par un autre algorithme, il y a un domaine qu'on appelle les modèles surrogate. Donc, supposez que vous voulez résumer le comportement de votre algorithme par un autre algorithme. Donc, par exemple, vous pouvez supposer, par exemple, sur une montagne, si on jette une nappe dessus, la nappe sera beaucoup plus simple à expliquer que la montagne elle-même et sera assez fidèle à la montagne. Donc, on va apprendre des choses sur la montagne, même si on aura perdu de l'information. Le tout, c'est de trouver une balance entre ce qu'on veut expliquer. Donc, il faut avoir l'algorithme, il faut savoir ce qu'on veut expliquer et utiliser l'algorithme qui explique, qui va chercher l'information là où on la recherche. Donc, c'est pas déporter le problème. Là où le problème peut apparaître, c'est ce que je mentionnais précédemment, c'est quand on ne comprend pas l'algorithme de l'explication ou l'information qu'il y a dans l'explication. Si on explique par quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est une mauvaise explication. Et comme je le disais précédemment, une mauvaise explication, ça peut déclencher un rejet de tout le système entier, pas seulement de l'explication. Donc, c'est pire que tout. Donc, il faut vraiment, toute explication, il faut comprendre ce qu'il y a dedans, l'information. C'est pour ça que les explications simples sont des bonnes explications. Alors, nouvelle question. Comment se passe la localisation des résultats des LLM? Par exemple, la différence entre anglais et français et l'impact sur l'explicabilité. Alors, la localisation, je ne sais pas si le problème est clairement résolu. Je sais qu'il y a des améliorations de performance en utilisant des mécanismes de traduction pour améliorer le comportement du LLM. Je ne sais pas si on a réussi, mais je pense que vous trouverez votre réponse dans le papier que j'ai mentionné en conclusion pour les représentations du monde. Parce que représenter où sont les différents langages, est-ce que le modèle a appris à segmenter les différentes langues, c'est peut-être ça ce sur quoi vous vous intéressez. Mais il me semble, j'ai pas parcouru ce domaine-là très enfin jusqu'au bout, parce que ça reste quand même assez récent. Je rappelle qu'on arrive presque à l'anniversaire de ChatGPT, ça fait presque un an que c'est sorti. C'est extrêmement récent et même si c'est très populaire et qu'il y a énormément d'engouement, il y a aussi énormément de papiers qui sortent. Hein. Il y a une courbe exponentielle de papiers et mon temps est limité, donc s'il faut prendre le temps de bien comprendre les papiers, même si vous voyez la librairie, si vous voyez les références, c'est tout extrêmement récent. Je n'ai pas eu le temps de parcourir ça, mais je vous inviterai à parcourir le papier mentionné sur la représentation du monde. Alors là, j'ai une question un peu plus fonctionnelle. Comment, si des étudiants produisent un livrable, savoir s'ils ont utilisé une AI? Alors, la détection du contenu est-il généré par l'IA ou pas? Ça marche bien pour les cas d'usage identifiés. Par exemple, pour les devoirs étudiants, on peut construire des bases de données de références générées par IA, générées par étudiants, écrites par étudiants. Et on peut avoir des détecteurs, donc des systèmes de machine learning, des réseaux de neurones qui classifient extrêmement bien, plus de 98% d'accuracy, si c'est généré par l'IA ou par les étudiants. À partir du moment, ça marche bien à partir du moment où la tâche est bien identifiée, qu'on peut construire des datasets simples, et que le texte généré est assez long. Si le texte est court, ça serait dur. Et deuxième limitation des détecteurs qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est assez biaisé. Par exemple, toutes les personnes non natives qui vont appris le langage, qui auront une façon de parler un peu inhabituelle, un peu pas normale au sens statistique, ils vont être sévèrement pénalisés par ces détecteurs-là. Donc, on peut avoir énormément de faux positifs pour ces personnes-là. Il faut faire attention.
Parce que même 2% d'erreur, ça peut être… Enfin, c'est des enjeux assez importants. Merci Bastien. On continue, là les questions arrivent. Alors, à la fois pour les LLM, mais aussi pour les jeux de données qui permettent de mesurer leur perf, en existe-t-il en français? Alors, oui, ça, je suis quasiment certain. J'en ai pas en tête. Des jeux, oui, c'est certain qu'il y a des jeux de données d'évaluation en français. Je ne saurais pas vous en citer. Si un modèle peut développer une représentation du monde, peut-on dire qu'un modèle peut développer une philosophie peut-être inspirée du corpus sur lequel il s'entraîne? Là, on sort un peu peut-être. Ça me semble un peu. Alors, il me semble qu'on n'a pas les réponses, qu'il y a pas, du moins, il n'y a pas consensus de la recherche sur ce domaine-là. Ça reste très, très novateur. Mais il y a tout un domaine qui s'appelle l'AGI pour l'intelligence artificielle générale, qui essaie d'évaluer si vraiment il y a le développement d'une réelle intelligence, du moins comparable à l'humain ou quelque chose comme ça, et qui se pose ces questions-là. Donc, je vous inviterai à consulter ce pan de la littérature pour avoir toutes les réponses à vos questions. Super, merci. Nouvelle question. Que pensez-vous d'imposer un système de watermark sur les textes générés par IA? Alors, c'est un bon début, mais après, le watermark, c'est toujours la course à l'armement. Si on sait que quel mécanisme a mis un watermark dans l'image, on peut facilement le déjouer. Donc, c'est toujours la course à l'armement. Et puis, comme je vous l'ai montré sur la slide des lamas au début, il y a énormément de modèles. Enfin, c'est très foisonnant. Actuellement, on ne va pas être capable de watermarker tous les modèles. Et s'il suffit juste de changer d'un modèle, de prendre le modèle avec la même performance mais différent, où il n'y aura pas le watermark pour contourner le watermark. Enfin, mais les mécanismes de watermark se développent et ont des performances bonnes. Encore une fois, c'est comme pour la détection de texte. Il faut que le texte généré soit un peu long. Si c'est trop court, on ne pourra pas détecter si oui ou non le watermark est présent. Top. Alors là, j'ai une question, j'essaie de le déchiffrer. On peut enchaîner les LLM soit entre eux, soit avec d'autres composants. LangChain dispose d'une interface chain pour cela. Comment s'intègre votre réflexion avec cette possibilité de chaînage de LLM? Chaîner les LLM, on peut aussi les chaîner avec des outils. Par exemple, j'ai en tête juste mettre à disposition une calculette dès qu'on fait des tâches mathématiques pour résoudre un gros problème. Les LLM ne sont pas très bons en mathématiques et faire des calculs simples, ils se trompent très régulièrement. Donc, juste de donner à l'outil le LLM qui va plugger ça, le calcul mathématique, dans la calculette et sortir le bon résultat, c'est un super outil. Enfin, c'est une super utilisation de comment améliorer. Après, utiliser des LLM dans des LLM, en termes d'explicabilité, ça va obscurcir vraiment, forcément, ça rajoute de la complexité, donc ça va rendre la tâche plus difficile. Et après, c'est à vous d'évaluer si vraiment, d'un point de vue performance, c'est pertinent. Ça, encore une fois, ça va dépendre de votre cas d'usage. Mais quand je vous mentionnais le mécanisme de traduction, il y a l'amélioration du LLM en traduisant et en se réentraînant sur ses propres traductions. Donc oui, globalement, ça marche bien de mettre des cercles de LLM. Pareil pour l'évaluation, je vous ai cité l'évaluation des LLM par les LLM. On peut voir ça comme des LLM en chaîne. Top. J'ai vu une question sur la performance. Est-ce qu'on perdrait en performance en ayant un modèle explicable? Alors, globalement, le but de l'explicabilité, c'est pas de sacrifier votre modèle, c'est de gagner c'est de garder votre modèle, les performances de votre modèle et de comprendre mieux comment il marche. Donc, le but de l'explicabilité, c'est vraiment juste d'apporter l'information, comme je vous disais dans la définition. Donc, par nature, il n'y a pas sacrifice de la performance. Pour certaines méthodes, comme je vous mentionnais, des méthodes surrogate, des modèles surrogate, la nappe sur les montagnes, forcément, la nappe sera moins performante que la montagne. Mais dans ce cas-là, on aura substitué l'explication au modèle. Et c'est pas ce qu'on veut faire. En général, on veut que l'explication complète le modèle. Et dans ces cas-là, il n'y a aucune perte. Enfin, pour moi, c'est pas un bon débat. La question est mal posée. Donc, ne partez pas en tête que vous allez perdre en performance pour l'explicabilité. C'est vous mettre une barrière qui n'existe pas vraiment. On arrive quasiment au terme. Il nous reste quelques questions. On va hélas pas pouvoir toutes les prendre. On va faire un peu de rab encore. Alors j'ai là, pour le fine-tuning de LLM en français, les techniques telles que adapters sont adaptées, ou il faut plutôt faire un fine-tuning sur tout le modèle?
Ah bah je dirais oui. Enfin, je crois qu'il y a dans la famille des lamas, il y a le modèle Vigogne qui marche bien. Même si globalement les LLM de base, enfin par exemple GPT-4 est excellent en français de base, quand je vous disais qu'il y avait des compétences inattendues. Bien ça, mais sinon regardez Vigogne, je pense que ça répond à votre question. Vous pouvez vous référer à, il me semble qu'il est présent sur la slide Lama au tout début de ma présentation, donc quand on vous fera parvenir les slides, vous pourrez avoir la référence. Bon, continue encore un petit peu. Nouvelle question. Est-il plus facile d'expliquer un modèle de LLM ou un modèle de machine learning? Pouvons-nous utiliser Chapley sur un LLM? Alors concrètement, non, il n'y a rien de satisfaisant enfin, il n'y a pas d'utilisation de cet outil de la théorie des jeux sur LLM qui marche. D'un point de vue complexité, quand je disais augmentation de la complexité, déjà on a des problèmes sur certains modèles de machine learning classiques avec la complexité des Shapley value qui peut être exponentielle en termes du nombre de features. Donc là, si on prend une phrase de 30 mots et qu'on essaie de déterminer l'impact avec les Shapley value de chaque mot, on va avoir recours à des méthodes d'approximation. Enfin, c'est pas satisfaisant, c'est vraiment pas bon. Donc Chapley pour les LLM, non. C'est vraiment c'est tout l'enjeu du domaine, il y a un changement de paradigme. Il faut trouver une réponse. Je pense que la réponse, la bonne solution, un outil d'explicabilité pour LLM sera juste différent parce que c'est vraiment un changement de paradigme. Ok, super, merci Bastien. On va devoir mettre fin à cette session. Je vous remercie tous, Bastien, je te remercie. Merci à toi. On a reçu beaucoup de questions, c'est absolument passionnant et je vous remercie. Si on n'a pas répondu à vos questions à l'oral ou directement en chat, on prendra le temps, elles sont notées, on va prendre le temps et on vous répondra, on vous enverra s'il faut, on vous répondra par mail à vos questions. Ça nous tient à cœur de vraiment d'expliquer un peu tous les enjeux. Je vous remercie infiniment d'avoir été là, d'avoir été aussi nombreux. Et écoutez, je vous invite encore une fois, si vous avez des questions, si vous voulez tester, si vous voulez faire du fine-tuning, si vous voulez évaluer les LLM que vous testez, n'hésitez pas à nous contacter via mon mail Helen, donc helen@craft.ai ou sur notre site internet directement craft.ai. Merci beaucoup. Merci à très bientôt. tous. Merci Bastien.